En consultant le registre paroissial de Saint-Étienne de Lugdarès, on peut lire « L'an 1764, le 1er juillet, a été enterré Jeanne Boulet, sans sacrement, ayant été tuée par la bête féroce. » Ainsi pourrait débuter une histoire de la bête dite du Gévaudan, au début de l'été 1764, avec la petite Jeanne Boulet, première victime officielle d'une longue et sinistre liste qui, durant 3 années, recensera près de 157 attaques et plus de 100 victimes dans le Gévaudan, cette ancienne province située aux confins de l'Auvergne. Moins d'1 mois après la mort de Jeanne, le matin du 6 août 1764, Marianne Hébrard, âgée de 14 ans, est tuée en plein jour à l'entrée du village du Cellier. Et bientôt, 4 nouvelles victimes sont à déplorer. Peu à peu, des chasses se mettent en place à proximité des lieux des attaques. Cependant, le périmètre étant très vaste, un ordre est donné au capitaine Duhamel, stationné à Langogne avec ses soldats, de conduire les opérations de chasse contre la bête. Durant les multiples battues menées dans la forêt de Mercoire, jamais l'animal n'est aperçu, et pourtant la liste des victimes ne cesse de croître. Claude Morine, Jean Riotor, Marie Solinac, Marguerite Malige et Jeanne Bonnet viennent en cet hiver 1764 compléter le macabre catalogue des quelques 34 victimes du monstre comme dorénavant baptisées. Le 15 décembre, une prime de 2700 livres est offerte à qui tuera l'animal. Le 31 décembre, l'évêque de Mende, qui qualifie la bête de fléau envoyé par Dieu pour punir les hommes de leurs péchés, lance un appel aux prières et à la pénitence. Mais 12 jours plus tard, une nouvelle attaque fera entrer la bête du Gévaudan dans la légende. Le 12 janvier 1765, au Villaret, paroisse de Chanaleille, 5 garçons et 2 filles âgés de 8 à 12 ans se retrouvent face à la bête. Cette dernière saisit dans sa gueule le bras de Joseph Panafieux et emporte l'enfant avec elle. Un des compagnons de l'infortuné suggère de prendre la fuite, pendant que l'animal est occupé. Mais le jeune Jacques-André Portefaix les incite à secourir Joseph. Portefaix et ses amis parviennent à lui faire lâcher prise et à le tenir à distance. À l'arrivée de plusieurs hommes alertés par les cris, la bête s'enfuit dans un bois voisin. Le courage dont le jeune Portefaix fit preuve lui valut, outre la renommée qui dépassa les limites du Gévaudan, une pension annuelle de 300 livres qui lui sera versée durant ses études par les services financiers du roi. À la suite de cet événement, Louis XV envoie sur place le grand louvetier Jean-Charles Vaumel d'Enneval, réputé meilleur chasseur de loups du royaume. Le 14 mars 1765 voit un nouvel acte héroïque. Vers midi, Jeanne Jouve, mère de 6 enfants et domiciliée au mas de Vessières, va mener un combat acharné avec la bête afin de protéger sa famille. Elle réussira à mettre l'animal en fuite. Hélas, le petit Jean-Pierre succombera à ses blessures 5 jours plus tard. Rapidement, l'histoire de la bête se répand dans toute l'Europe. Malgré de nombreuses battues, le 20 juin, l'écuyer François-Antoine arrive à Saint-Flour. Ce dernier est investi du pouvoir du roi afin de remplacer le grand louvetier d'Enneval ayant failli à sa tâche. Le dimanche 11 août est marqué par l'exploit de Marie-Jeanne Vallet, âgée d'environ 20 ans, qui, attaquée par la bête, arrive alors à lui planter sa lance dans le poitrail. Il n'en faut pas plus pour que cette jeune femme soit rapidement surnommée la pucelle du Gévaudan. Au passage, l'histoire est encore plus belle quand on sait que le nom de Gévaudan vient du peuple gaulois des Gabales, qui signifierait les hommes aux javelots. Le 20 septembre, François-Antoine est averti qu'un loup de bonne taille a été aperçu près du bois des Dames de l'abbaye des Chazes. Il débusque l'animal, à 50 pas de lui, tire, la bête tombe, se relève et se jette sur lui. Le garde Rinchard, qui se trouve à proximité, tire à son tour et abat l'animal. Selon le procès-verbal dressé par François-Antoine, l'animal est un gros loup, d'un poids de 130 livres. Plusieurs témoins confirment qu'il s'agit bien là de la bête dont la désormais célèbre Marie-Jeanne Vallet, la pucelle du Gévaudan. Une dizaine de jours plus tard, la bête est exposée dans les jardins du roi à Versailles. L'histoire aurait pu se terminer ainsi, car officiellement, la mise à mort de la bête a bien été confirmée en date du 21 septembre 1765, après 57 victimes lors de l'année en cours. Et pourtant,
le 2 décembre 1765, 2 enfants sont sauvagement attaqués et le 21, Agnès Mourguès, 11 ans, est tuée, décapitée et à moitié dévorée, les agressions se faisant de plus en plus violentes. Louis XV est alerté, mais celui-ci ne veut plus entendre parler de cette bête puisque son porte-arquebuse en est venu à bout. À partir de cet instant, les journaux n'ont d'ailleurs plus relaté les attaques survenues en Gévaudan. De petites battues sont bien organisées, mais en vain. On dénombre 17 attaques et 7 morts durant l'année 1766. Jean Bergougnoux, Marie Bompard, Marguerite Lèbre, Pierre Tessèdre, Magdeleine Pascal, Barthélemy Simon et Jean-Pierre Sellier. Au début de l'année 1767, une légère accalmie se fait sentir, mais au printemps, on assiste à une recrudescence des attaques, et évidemment, les pèlerinages se multiplient. Le 18 juin, la bête est repérée dans la paroisse de Nozérolles. Jean Chastel, chasseur émérite, tient l'animal en joue et l'abat. Les attaques cessent entièrement en Gévaudan à cette date. Bien que Jean Chastel soit considéré comme le héros qui a tué la bête du Gévaudan, une thèse soutient qu'il aurait d'abord dressé l'animal à tuer. Il est présenté comme un meneur de loups, coupable de meurtres commis par sadisme ou désir de justice privée. Le lendemain de la mort de l'animal, une autopsie est réalisée. Selon le rapport, il s'agirait d'un canidé, mais d'aspect inhabituel. Évidemment, d'autres théories, parfois fantaisistes, ont vu le jour depuis. Certains auteurs avancent une espèce préhistorique, un fléau envoyé par Dieu, un loup enragé, une hyène échappée de la foire de Beaucaire. D'autres théories ont davantage fait couler d'encre. Un fou sadique, un animal dressé pour tuer, voire une association des deux. Selon les nombreux témoignages, la bête a les traits physiques du molosse, mais le comportement du loup. Parfois méfiante, elle emporte ses victimes très discrètement après une longue période d'observation. D'autres fois, elle se comporte comme un chien, entraîné au mordant et attaque à découvert. Les écrits nous rappellent aussi que 2 ans avant l'apparition de la bête en Gévaudan, la famille Rodier est accusée d'avoir utilisé des loups apprivoisés pour détrousser les voyageurs. Par ailleurs, comme des victimes auraient été décapitées et déshabillées, il a souvent été suggéré des mises en scène macabres, évidemment commises par un criminel. Le suspect principal est Jean Chastel, celui même qui tua la bête et qui occupait l'équivalent du poste de garde forestier. En effet, ce dernier a été incarcéré quelque temps en 1765 et durant cette période, aucune victime n'est à déplorer. Par contre, dès qu'il a été relâché, les attaques ont recommencé. Oui, mais c'est lui qui a tué la bête, ce qui semble assez paradoxal. Alors, que reste-t-il ? Ayant eu lieu lors du développement de la presse, les aventures de la bête du Gévaudan auraient été surmédiatisées. C'est pourquoi elle a tant marqué les esprits et que les autres attaques antérieures auraient été plus facilement oubliées. En effet, quand on observe une carte des attaques dues au loup en France sur 500 ans, on constate que les cas existent, objectivement, et que certaines régions, comme le Gévaudan, sont plus propices à l'implantation de l'animal. Concernant les descriptions de la bête, qui varient selon les témoignages, on peut expliquer simplement cela par l'action de plusieurs loups, associés à une sorte de psychose collective qui lui aurait donné telle ou telle apparence monstrueuse. Après tout, comme nous le rappelle Pierre-Marc Gaston de Lévis dans les Maximes et Préceptes, répéter, c'est persuader en détail. La force et la raison ne résistent guère à des insinuations sans cesse renouvelées. Ainsi va la bête, pleine de mystères et de questions qui l'entourent. Une bonne histoire ne se doit-elle pas de laisser planer le doute ? Et comme nous aimons tant dénoncer les intrigues que nous espérons au fond de nous, alors, chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le surnaturel, il revient à pas de loup.